Je vais vous présenter très rapidement l'agence de Jean et Aline Harari, mais très rapidement parce que là on a pris un peu de retard. Donc en préambule, je dirais que l'agence fonde dans une première démarche ses engagements dans la création de l'atelier public de Blois que Jean Harari et Patrick Bouchin fondent ensemble et qui va donner lieu à la construction de la bibliothèque municipale de Blois. Par la suite, Jean et Aline créent l'agence à Paris qui va conduire à la fabrication de bâtiments, autant d'équipements publics, d'équipements que de logements. Et ce qui caractérise la production de leur architecture, c'est l'excellence. Alors, l'excellence ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. L'excellence, ça implique une guerre sans fin pour la mise en œuvre de matériaux de qualité, une architecture pérenne et une architecture qui ne soit pas exclusivement dirigée vers la production d'un objet architectural, mais de bâtiments qui vont fabriquer l'espace public et donc le tissu urbain. Dans cet esprit-là, ça m'amène au sujet qui fait l'objet de cette conférence de ce soir par Jean, qui est donc sur la maison à Patio, qui est un sujet non pas à considérer exclusivement comme un travail sur l'habitat, même si évidemment c'en est un, mais bien sur la démarche, une réflexion sur ce qu'est la ville dense et sur leur position militante de la fabrication de la limitation de l'étalement urbain. Voilà, Jean, je te passe la parole. Bon, merci déjà à vos enseignants de m'avoir convié à présenter ce travail, qui est à la fois une réflexion, effectivement, comme l'a dit Elisabeth, sur la maison à Patio, sa généalogie, ça remonte assez loin, vous allez le voir, et son actualité. Et en l'occurrence, je vais présenter, au titre de l'actualité, on va dire, la plus immédiate, la plus récente en tout cas, 4 opérations qu'on a réalisées depuis la fin des années 80, début des années 90, jusqu'à récemment, 2016, je crois, la dernière opération que je vais vous présenter. Ce que je voulais vous dire déjà, c'est que j'ai enseigné ici pendant une vingtaine d'années, donc ça me fait drôle de revenir. J'ai quitté l'école en 2017, donc il y a 5 ans. J'y reviens de temps à autre quand on me sollicite à telle ou telle occasion. Et donc c'est pas sans une certaine émotion finalement que je retrouve, alors évidemment pas les mêmes étudiants, puisque ça change quand même, il y a une sorte de rotation, mais bon, il s'agit toujours de jeunes étudiants en architecture qui se destinent à faire ce métier. Et je voulais déjà tout de suite vous rassurer, l'architecture c'est beaucoup plus simple que l'informatique, hein, si on en juge par les difficultés qu'on a à se raccorder. Voilà, donc je vais donc présenter déjà une première partie de cette conférence consacrée à l'origine de la maison à Patio. Et ensuite, surtout, vous le verrez, dans l'entre-deux-guerres, dans un premier temps, l'entre-deux-guerres mondiale, donc XXe siècle, puis les années 60, c'est-à-dire assez nettement après la Deuxième Guerre mondiale, un regain d'intérêt et d'expérimentation surtout concrète, pratique, des projets qui se sont développés et qui ont accumulé une somme d'expériences et de connaissances très intéressantes, d'où nous sommes nous-mêmes repartis fin des années 80, début des années 90, pour essayer de voir dans quelle mesure cette typologie particulière de la maison à Patio pouvait affronter un certain nombre de questions et les résoudre, notamment dans la périurbanité, soit immédiate, soit un peu plus lointaine, deuxième, troisième couronne. Donc déjà, première question que je voulais aborder, c'est la question de l'historicité. C'est-à-dire en fait de la très longue durée au cours de laquelle ce type, cette forme d'habitat s'est développée, est apparue. C'est très important. On la retrouve pratiquement à toutes les époques, y compris préhistoriques. Hein, vous avez là sous les yeux
une maison qui remonte entre le 4e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc dans la vallée de l'Indus, qui présente finalement toutes les caractéristiques essentielles de ce que sont les maisons à patio, de ce qu'elles vont ensuite devenir et la façon dont elles vont se développer. Voilà. Et ce qui est très quand même intéressant de noter, c'est que non seulement on trouve dans la tradition, on va dire, gréco-romaine, cette maison à patio assez longuement jusqu'à la maison romaine, dont vous avez sans doute une image en tête, avec son atrium, son impluvium, etc., donc qui est typiquement, disons, l'aboutissement en fait, du processus de formation de cette typologie. Mais on la trouve aussi sous d'autres latitudes, notamment en Chine, évidemment au pourtour de la Méditerranée, pratiquement sur tout le pourtour de la Méditerranée, et y compris, évidemment, on la trouve en Espagne, et l'Espagne elle-même va l'exporter vers l'Amérique, vers ses colonies américaines. Et donc cette maison à patio, on peut dire jusqu'à un certain point que c'est une des formes, je dirais, initiales de l'habitat humain, avant même que n'apparaissent celles qu'on connaît aujourd'hui et qu'on reconnaît évidemment dans les villes denses, que sont les immeubles collectifs en particulier, mais aussi d'autres formes d'habitat individuels ou plus ou moins groupés. D'accord, voilà. Donc voilà ici une maison à Olynte. Olynte, c'est une ville donc grecque, 600 avant Jésus-Christ, donc près de Salonique. Et c'est une maison donc, qui présente là aussi les caractéristiques de la maison à patio, c'est-à-dire en fait un vide central, le patio ou la cour, autour de laquelle gravitent toutes les pièces principales et les pièces secondaires, les pièces à vivre. Et là, en l'occurrence, deux étages, donc rez-de-chaussée et un étage. Et le patio lui-même est disons, cerné d'une galerie périphérique en bois. Et cette ville, donc, comme je l'indique ici, aurait été détruite, si j'ai bien compris, en 348 avant Jésus-Christ. Donc voilà d'autres exemples. Une maison à patio dans l'île de Délos. Donc vous reconnaissez déjà donc, une partie des éléments qui caractérisent l'architecture grecque, notamment. Donc les colonnades, les péristyles, etc. Et la déambulation. Alors on trouve ce modèle, c'est très intéressant aussi parce que ça transgresse l'habitat. Hein, on trouvera évidemment cette configuration spatiale dans notamment les monastères avec leurs cloîtres. Donc tout ce phénomène d'intériorisation de l'espace architectural et de l'espace domestique est une caractéristique qui dépasse même la question étroite de l'habitat, si j'ose dire. Bon, à droite, vous avez une maison pompéienne donc, qui a été relevée précisément avec là les deux patios successifs, hein, donc atrium, impluvium, et donc environnée également de jardins. Parce que cette maison, elle n'est pas seulement, on va dire, elle ne se retrouve pas seulement dans des contextes urbains assez denses, comme on va le voir sur les images suivantes, mais elle se retrouve aussi au milieu de la... Alors il y a évidemment ce qui permet de comprendre l'émergence de cette forme et sa stabilité dans le temps, qui ont fait une typologie. J'y reviendrai sur ce que c'est qu'une typologie et ce que c'est qu'un type et comment on peut aujourd'hui le considérer et le réinterpréter. Mais une des causes certainement de l'émergence et de la perpétuation de cette forme, c'est le fait qu'elle présente aussi la capacité d'offrir une défense par rapport à l'extérieur. Parce qu'elle s'introvertit autour de cet espace vide central et elle offre à l'extérieur, on va dire, des parois qui peuvent effectivement, ne serait-ce que sur le plan symbolique, mais pas uniquement, apparaître comme des défenses efficaces contre des agressions extérieures. Alors, très intéressant, à gauche, toujours à Olynte, donc 432 avant Jésus-Christ, un tissu urbain d'une ville grecque caractéristique, c'est-à-dire orthonormée, extrêmement rationalisée hein, sur le plan de la forme, et qui apparaît comme, je l'appellerais moi, une société de maisons à patio, c'est-à-dire en fait une agglomération, un amoncellement de ces maisons à patio. Là, en gris, sont représentés, je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran, oui, on le voit. Donc, en gris apparaissent les espaces vides, donc à l'intérieur de
du tissu très dense de ce quartier de la ville d'Olynte. Et là, on voit, et ça sera une des caractéristiques importantes sur lesquelles je reviendrai, on voit que la maison à patio, elle a une capacité à s'associer à d'autres maisons à patio pour fabriquer un véritable tissu, finalement extrêmement compact, relativement dense, voire très dense pour ce qui est de la maison individuelle, parce que là, on est dans l'ordre de la maison dite unifamiliale, individuelle, encore que ces caractéristiques ne s'appliquent pas forcément pour ce qui est des exemples de l'Antiquité, mais en gros, une maison qui excède rarement rez-de-chaussée R+1, hein, mais qui, de fait de sa compacité très très forte, permet de réaliser des densités assez élevées. Autre maison, là, mais elle ressemble énormément aux précédentes, donc je ne vais pas trop... Alors, ça, c'est les exemples chinois. Une maison idéale à patio, donc redessinée, et sur la droite, donc un quartier de maison en Chine, représenté de façon un peu naïve comme ça, mais qui représente bien finalement ce caractère introverti. Bon, aujourd'hui, si vous allez dans un quartier de Pékin, qui malheureusement, pour certains, ont été rasés et remplacés par des quartiers de tours, j'oserais dire, entre guillemets, modernes, enfin, en tout cas, d'aujourd'hui, indiscutablement. Donc, ce qu'on appelle les Siyuan sont l'unité de base typologique qui permet de fabriquer un quartier qu'on appelle le Hutong en Chine, qui est un quartier effectivement très très dense, mais qui est une des caractéristiques très frappantes quand vous baladez dans une rue de ces quartiers de Hutong en Chine, c'est le caractère totalement hermétique des parois qui donnent sur l'espace public. Il n'y a pratiquement pas de fenêtres, ou alors quand il y a des fenêtres, elles sont extrêmement, c'est de l'ordre des meurtrières, si vous voulez, elles sont de dimensions extrêmement réduites, elles servent que pratiquement à ventiler les pièces. Et tout est reporté sur l'intérieur, et donc cette cour centrale, ou cette succession de cours centrales, qui permet finalement d'organiser l'espace domestique à la périphérie. Voilà, à gauche, donc une hacienda. Donc vous voyez que le modèle espagnol a été exporté vers l'Amérique, et notamment, là, en l'occurrence, le Nouveau-Mexique, mais pas seulement, toute l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, et donc parsemé de ces maisons. On pourrait en faire l'inventaire, mais enfin bon, tout ça pour indiquer le caractère universel, hein, de cette forme d'espace domestique. Ici, une maison plus récente du IXe siècle, qui appartenait à un personnage assez intéressant, un Viennois qui s'est converti à l'islam et qui est devenu une sorte d'ambassadeur de l'Empire ottoman, et qui a fait construire cette maison. Elle a un intérêt là, c'est qu'on voit qu'il y a un patio principal au centre et deux patios, j'oserais dire secondaires. Je vais essayer... Oula. Je ne sais pas comment on vient en arrière. On peut pas. Bon. Voilà, le patio central. Et vous voyez, donc il y a deux petits patios. Ouais, ça marche pas. Bon, d'accord, c'est l'informatique. Je vais quand même essayer de... Voilà. Bon, et deux patios tout à fait secondaires qui permettent, eux aussi... C'est extrêmement efficace du point de vue de l'apport de lumière et d'air naturel. Alors après, ça peut confiner aussi au puits de lumière. C'est un des risques majeurs qu'on a rencontré par la suite, si vous voulez, c'est que ce qui finalement reste du patio de la cour intérieure devient une courette, voire un puits de lumière, qui permet en fait finalement d'éclairer, mais de façon extrêmement insuffisante, les pièces de service qui gravitent autour de ces puits de lumière. Bon, c'est typiquement ce qui se passe dans le schéma de l'immeuble haussmannien, qui est très très profond, très très épais, et qui trouve moyen finalement de rendre encore à la limite de l'habitable les pièces intérieures du côté du cœur de l'îlot, en pratiquant ce type de vie de type puits de lumière. Voilà. Bon, j'en viens maintenant, après avoir évoqué cette historicité très très longue de la maison à patio, j'en viens à cette explication sur peut-être que vos enseignants vous ont déjà un peu informé de cette notion très importante dans l'architecture qui est le type, pour ne pas parler encore de typologie, mais qu'est-ce qu'un type ? Un type, ça va nous servir d'une part à reconnaître des formes architecturales, des modes d'organisation et de distribution
qu'on va retrouver et qui vont s'avérer récurrentes d'une situation à l'autre, qu'il s'agisse de situations qu'on retrouve dans un même pays ou à des périodes différentes dans différents pays ou dans différents pays à la même période. Cette notion de typologie ou de type, elle est fondamentale parce que non seulement elle nous permet de classer les objets entre eux, donc c'est une discipline en fait qui s'est surtout développée autour des sciences naturelles, où on a commencé au XIXe siècle à essayer de trouver des familles d'animaux qu'on étudiait et qu'on essayait de les définir les unes par rapport aux autres. En architecture, ça nous sert non seulement à ça, c'est-à-dire reconnaître des familles d'objets architecturaux, d'objets spatiaux, mais ça nous permet aussi, et pour moi c'est très très important, et nous on l'utilise en permanence, ça nous permet aussi de travailler sur le projet, c'est d'en faire un outil de projet, c'est-à-dire de partir de quelque chose. Et ça, je voudrais insister lourdement là-dessus. Vous allez être architecte, tôt ou tard, vous l'êtes déjà un peu, puisque vous faites des études d'architecture, et donc on vous demande de faire des projets. Bon, le projet, il n'est jamais ex nihilo. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental, il faut que vous sachiez ça, il faut que vous soyez très très serein par rapport à ça. Le projet, il part toujours de quelque chose d'antérieur, de quelque chose qui vient avant vous, qui a été expérimenté des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois, qui a été adapté à des situations complètement différentes, qui a prouvé ou pas d'ailleurs sa capacité d'adaptation et de transformation. Et à partir de ça, vous allez pouvoir affronter des situations différentes et vous appuyer là-dessus pour faire avancer en quelque sorte la question à résoudre et venir en quelque sorte également enrichir le corpus originel dans lequel vous avez puisé pour travailler. Nous, c'est comme ça qu'on a travaillé. Les projets que je vais vous montrer tout à l'heure travaillent à partir de ça, c'est-à-dire à partir de référents, à partir de références typologiques qui nous ont paru à un moment pertinentes pour affronter et résoudre ces questions. Donc là, je donne quelques indications, si vous avez le temps de lire, donc sur comment définir un type. Donc le type est un facteur, donc c'est dispositif récurrent, donc voilà, dont les traits principaux se retrouvent dans de multiples configurations, comme je vous le disais, qui peuvent être ramenés à quelques invariants majeurs. Donc le type, c'est un facteur de permanence de l'architecture, qui permet de traverser les époques et voir les régions géographiques, et on peut le résumer en ce que je n'ai pas fait là, malheureusement, par manque de temps, mais on pourrait finalement synthétiser la maison à patio, comme d'autres types architecturaux, sous forme de diagrammes très simples qui représentent en quelque sorte les éléments principaux invariants qui nous permettent de dire que c'est par rapport à ce type que l'on travaille et pas par rapport à un autre. Donc le type, je prends précaution de dire que ce n'est pas un modèle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de copier servilement dire quelque chose qui aurait été soit résumé par cette figure, soit qu'on aurait tout simplement été chercher dans un catalogue de modèles à disposition. C'est pas ça, c'est un dispositif qui doit aussi, en quelque sorte, exciter l'intelligence du concepteur, de l'architecte, et l'inciter à aller plus loin et à approfondir. D'abord à comprendre comment il fonctionne, et ensuite aller plus loin. Voilà. Bon, tout ça est plus ou moins adroitement expliqué ici. Et je conclus, oui, le type est un outil de projet. C'est ça qui est très important de comprendre. C'est pas juste pour se faire plaisir et pour dire, tiens, j'ai avancé dans la connaissance de l'objet que j'étudie. C'est aussi un outil de travail. Alors, la maison à patio comme type. Bon, il y a beaucoup de textes là. J'espère que vous n'allez pas vous fatiguer. Donc, comme je le disais, c'est très récurrent. Et on peut en décrire les principaux paramètres. Donc, je vais les énoncer. Déjà, le type, il y a plusieurs types, ou plutôt, il y a plusieurs déclinaisons du type, et j'oserais même dire qu'il y a, vous le verrez tout à l'heure, des sous-types. En tout cas, pour ce qui est le type canonique, celui, par exemple, qui a été finalement, qui s'est incarné en quelque sorte dans la maison romaine, ou la maison pompéienne, avec son double vide central, l'apluvium et l'atrium. Donc, il possède un espace extérieur interne, privé, autour duquel gravitent la plupart des espaces bâtis et vers lesquels donc ils s'ouvrent et prennent la lumière naturelle. Bon, il s'agit donc d'un espace domestique largement introverti, comme j'ai déjà dit. Donc
Donc cette forme-là se déploie sur 3 ou 4 côtés la plupart du temps. Bon, dans le modèle canonique, c'est sur 4 côtés. Donc la maison à patio originelle, si j'ose dire, elle est véritablement fermée sur ses 4 côtés, et donc elle induit, pour pouvoir atteindre le centre que constitue le patio, une séquence plus ou moins complexe qui nous permet finalement de le rejoindre et ensuite de distribuer l'ensemble des pièces qui gravitent. Il y a la maison, alors 3 côtés, on verra que c'est quelque chose de plus délicat à manier, parce qu'évidemment, vous vous figurez bien, et c'était, bon, si j'avais pu faire un diagramme, on aurait pu le comprendre très facilement sur le plan géométrique, c'est que, évidemment, à chaque fois que vous croisez 2 ailes, vous générez, on va dire, un angle mort, en quelque sorte, au croisement des 2 ailes. Et si vous êtes adossé à une autre maison à patio ou à une quelconque construction mitoyenne, évidemment, on éprouve une difficulté à qualifier, en quelque sorte, notamment au travers de l'apport de lumière naturelle ou de vue sur un extérieur donné, on a du mal à qualifier ces angles morts. Et donc, plus il y a d'angles morts, dans la maison à 4 côtés, il y a 4 angles morts, entre guillemets, dans la maison à 3 côtés, il y a 2 angles morts, et dans la maison en L, finalement, il n'y a qu'un seul angle mort, qui est beaucoup plus facile, vous allez le voir, pour finalement ordonner, organiser, distribuer les pièces principales de la maison. Donc c'est pour ça que ce modèle en L, finalement, vous allez le voir dans les exemples que je vous montrais, a eu un énorme succès, finalement plus simple à manier et à manipuler dans le projet que le modèle en U, et encore plus évidemment que le modèle à 4 côtés. Vous verrez un exemple, je vais vous montrer tout à l'heure la maison d'un architecte fameux qui s'appelle José Luis Sert, à Cambridge aux États-Unis, qui a réalisé sa propre maison sur 4 côtés. Vous allez voir, il faut avoir des dimensions de parcelles considérables pour que cette maison puisse se déployer pleinement et qu'elle puisse profiter finalement des 4 côtés du patio précisément. Et gérer aussi et qualifier. Alors vous allez voir comment il a procédé. Bon, je ne vais peut-être pas prendre de l'avance là-dessus. Vous allez voir comment il a procédé pour pouvoir neutraliser en quelque sorte les angles morts. Donc la maison, elle, est plus adaptée, on va dire, à la production d'espaces domestiques dans des dimensions réduites. C'est précisément l'expérience qu'on va nous avoir au travers des projets que je vais vous montrer. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous travaillez sur des superficies qui sont les superficies moyennes du logement, disons, social, sachant que le logement en accession à la propriété, le logement dit privé, accession à la propriété, est un logement qui suit de très très près les évolutions du logement social et qui, en général, aujourd'hui, apparaît comme une espèce de sous-produit, hein, au sens qualitatif du terme. Il faut que vous le sachiez, ça. La promotion privée, en fait, aujourd'hui, produit des logements qui sont sous-qualitatifs par rapport au logement social. Aujourd'hui, c'est le logement social. Ça a pratiquement toujours été le cas. On pourrait faire une sorte d'histoire de ça. Mais c'est le logement social qui, en quelque sorte, donne le ton, oriente la forme des logements et de leur organisation, et surtout qui élève assez constamment le niveau qualitatif des logements. Et le logement privé qui, lui, cherche à faire de la marge, hein, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'économie de ce qu'est aujourd'hui la promotion privée, cherche à faire de la marge, va essayer de diminuer systématiquement les performances qualitatives du logement. Donc, bon, ça, c'était un aparté. Si je reviens au sujet de la maison à patio, donc ces maisons à patio qui doivent travailler sur des superficies relativement faibles ont très très vite finalement adopté le modèle en L, donc 2 côtés bâtis et 2 côtés soit adossés à une autre construction, soit gérés par une clôture, qui lui permet d'offrir à la fois ce jardin et de réaliser donc la compacité de la maison à patio sur ces 2 ailes. Les maisons à patio sont généralement sur rez-de-chaussée ou très partiellement sur R+1. Pour des raisons que vous comprenez bien, c'est que le patio, qui en général représente environ 1/4 de la superficie de la parcelle,
et de dimension assez réduite. Et évidemment, dès qu'on commence à se surélever sur une des deux ailes, on va créer évidemment une ombre portée sur ce vide central, sur ce jardin, sur ce patio, et on va évidemment détériorer un petit peu la qualité de l'espace extérieur. Donc on gère aussi de façon assez prudente cette question de surélévation sur plus d'un rez-de-chaussée. On pourrait presque dire que la maison à patio idéale, elle est sur un simple rez-de-chaussée. Vous allez voir, les exemples que je vais vous montrer le démontrent. Donc un quart de la surface, par exemple, si on prend ce qui est assez fréquent, donc une parcelle de 10 mètres de côté. Sur ces 10 mètres de côté, il y a 5 mètres de profondeur des éléments bâtis sur deux côtés. Il vous reste donc 5 par 5 au centre. C'est 25 mètres carrés. 25 mètres carrés, c'est effectivement le quart des 100 mètres carrés d'emprise de la parcelle, et 75 mètres carrés, ce qui à peu près correspond à un logement, on va dire, digne de ce nom, un logement moyen aujourd'hui, 75 mètres carrés, donc de parties habitables, couvertes, bâties, et 25 mètres carrés. Alors, il faut aussi savoir que ces 25 mètres carrés de jardin paraissent très très modestes, mais en fait, organisés à l'intérieur de cette typologie de la maison à patio, on se rend compte que c'est un apport absolument fondamental. Et c'est bien plus utilisable et bien plus appropriable qu'un vaste jardin qui entoure généralement ces maisons de lotissement périurbains que vous connaissez tous, la maison dite, on va dire, Phoenix, pour résumer, ou la maison Lévite, qui est posée sur sa parcelle, qui peut faire 500 mètres carrés, mais la maison étant posée au centre de cette parcelle, elle neutralise pratiquement tous les espaces libres à sa périphérie. À l'inverse, la maison à patio qui occupe en général deux des côtés de la parcelle, une parcelle qui en général excède rarement 100 mètres carrés, eh bien, elle fournit en fait un jardin très modeste de 25 mètres carrés, mais qui est immédiatement appropriable, utilisable, voire même cultivable. On a vu des patios qui se transforment assez vite en des jardins potagers, ce qui est quand même assez stupéfiant, dans le bon sens. Voilà. Donc tout ça, j'ai dit. L'accès à la maison. L'accès à la maison, c'est ça qui est très intéressant. Dans la maison à patio, la position de l'entrée est relativement indifférente. Vous pouvez rentrer sur un des quatre côtés en fonction de la position de cette parcelle dans la composition d'ensemble. On peut rentrer par le jardin, on peut rentrer par une des ailes, on peut rentrer par deux ailes, on peut rentrer par une aile et par le jardin. Enfin, il y a toute une série de possibilités d'accès à la maison à patio qui ne se retrouvent pas, évidemment, dans les autres typologies. Voilà. Et enfin, dernier point très important, l'association et les potentialités d'agglomération de cette maison, les unes avec les autres, permet de fabriquer, on va dire, des ensembles tissulaires, c'est-à-dire des tissus urbains extrêmement riches, extrêmement vivants, que les gens s'approprient très facilement, comme je vous le disais, avec comme contrepartie le fait, on va voir que c'est une des problématiques majeures de la maison à patio, c'est de savoir comment on y accède autrement qu'à pied. Bon, nous, dans les projets qu'on a faits, à travers ça, mais là, encore une fois, on n'a rien inventé, on s'est inspiré de ce qui s'était fait avant, l'idée d'accéder à la maison à patio par, en fait, une voie non carrossable, une voie piétonne, qui permet d'augmenter considérablement, en fait, la performance densitaire, la densité de la maison, parce que vous pouvez la rejoindre en traversant une venelle qui fait 2 mètres de large, voire même 2 mètres de large. Et ça, c'est fondamental. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous adoptez ce modèle et que vous le proposez à un opérateur, un maître d'ouvrage, un bailleur ou qui que ce soit, eh bien, immédiatement se pose le problème, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a posé, la question de la voiture, c'est-à-dire du garage, et de dissocier de façon radicale l'espace domestique, proprement dit, de l'espace affecté à la voiture. Sachant que l'espace affecté à la voiture, il faut savoir que dans l'esprit des promoteurs, notamment immobiliers, et des lotisseurs, ceux qui fabriquent de la maison, etc., sur catalogue, par exemple, il n'est pas concevable qu'une maison n'ait pas un garage adossé, ou accolé, ou intégré au volume de la maison. C'est commercialement inimaginable. Si vous arrivez à convaincre que, pour d'autres raisons, la maison à patio est une solution intéressante, immédiatement, vous pouvez défendre l'idée qu'elle n'est pas nécessairement accessible en voiture et qu'elle ne doit pas nécessairement comporter un garage dans lequel va être un espace quand même de 25 mètres carrés neutralisé par une bagnole, qui bouge de moins en moins, d'ailleurs, vous avez pu le constater récemment. Voilà. Donc les principales déclinaisons, j'en ai déjà parlé, je ne vais peut-être pas m'étendre parce que le texte est quand même un peu rébarbatif.
Voilà, oui, qui quand même, il y a un sous-type de la maison à patio que moi j'ai appelé le maison à patio en bande. La maison à patio en bande, en fait, s'introduit dans un parcellaire extrêmement étroit qui peut faire de 6 à 7 mètres de large sur des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 40 mètres de long. Je vais vous montrer des exemples très très intéressants et très très stimulants de maisons à patio établies sur ce type de parcellaire. Et là, on se retrouve dans une situation dans laquelle le patio n'est plus en position centrale, en position gravitaire autour de laquelle les pièces vont tourner. Mais ce sont des sortes d'échancrures qui, on va dire, ponctuent en quelque sorte cette bande très étroite et profonde et qui permet successivement d'éclairer les pièces principales mais aussi les pièces secondaires et de faire en sorte là aussi de réaliser une économie majeure à la fois en termes constructifs mais aussi en termes fonciers. Alors, les problématiques, il y en a quand même quelques-unes. La principale difficulté donc, réside dans l'introversion de la maison, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait propice, c'est moins qu'on puisse dire, à fabriquer de l'espace public avec un minimum d'urbanité, c'est-à-dire en fait de représentation de la maison sur son espace extérieur. L'essentiel, on va dire, de ces qualités se retrouve à l'intérieur, et donc bien souvent, on se retrouve à devoir traverser des espaces distributifs qui sont un peu aveugles, qui sont un peu hermétiques, et qui, en quelque sorte, sont réservés à des situations urbaines très particulières, telles que les cœurs d'îlots, par exemple, ou des délaissés, des parties, d'ailleurs, certains projets que je vais vous montrer correspondent à ça, c'est-à-dire en fait des terrains qui n'avaient pas trouvé finalement d'acquéreurs parce que présentant trop de nuisances périphériques, etc. Et donc dans ce genre de circonstances, la maison à patio peut s'avérer être une solution intéressante. Donc urbanité très faible, je dirais. Ne serait-ce aussi que parce que la maison à patio n'excède pas un rez-de-chaussée à un premier étage dessus. Donc ça aussi, c'est pas très propice à fabriquer de la représentation architecturale sur l'espace public. Et elle conduit, donc je l'ai dit, mais pour moi c'est plutôt une qualité, à séparer radicalement son accès piéton de son accessibilité automobile et, évidemment, par voie de conséquence, c'est supprimer le garage. Par contre, et non, c'est le cas des maisons à patio en bande, telles que je viens de les décrire, le garage, qui lui apparaît comme un élément, on va dire, constitutif du type, eh bien, ce garage va devenir un élément d'architecture. Enfin, il doit devenir un élément d'architecture pour fabriquer, puisqu'il va être au premier plan, finalement, de la maison, sur le domaine public, et donc il va devoir, disons, dépasser sa simple fonctionnalité de garage et trouver une forme architecturale. Donc, renaissance de la maison, on a parlé évidemment de l'historicité. Maintenant, renaissance de la patio au XXe siècle. Alors, un nom que vous connaissez tous, Mies van der Rohe, associé à un autre personnage important que vous connaissez peut-être moins, qui s'appelle Ludwig Hilberseimer, deux architectes allemands donc du début du XXe siècle. Mies van der Rohe, Hilberseimer aussi, prolongeant leur carrière aux États-Unis après l'accession du nazisme en Allemagne. Hilberseimer, dont vous savez peut-être que ça a été un des protagonistes de la ville verticale. Je ne vous ai pas montré ici d'images, mais il y a des images saisissantes de ce qu'était la ville verticale telle que Hilberseimer l'imaginait, une sorte de camp de concentration gigantesque. Bon, j'aurais dû mettre l'image parce qu'elle est quand même assez intéressante. Il s'est complètement reconverti à la fin des années 30 et avant de quitter l'Allemagne et rejoindre les États-Unis, il a complètement abandonné cette idée de ville verticale pour défendre, à l'inverse, la ville dite horizontale. Et il a été un des principaux théoriciens et producteurs de projets, qui sont restés pour la plupart d'ailleurs théoriques, de cette ville horizontale essentiellement constituée de maisons en L. C'est pour ça que je vous en parle. Et là, on a sous les yeux deux projets de Mies. En haut à droite, donc une maison individuelle. Alors, donc là, vous voyez très clairement la façon dont... Non, c'est pas possible ça. Moi, je vais renoncer. Donc cette maison de Mies en haut à droite, elle a toutes les caractéristiques de la maison missienne, que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire en fait des parois
périphérique complètement transparente et un travail extrêmement subtil de parois internes qui distribuent l'espace de façon fluide, une sorte de plan libre exacerbé, je dirais, et là, qui sont qualifiés par 3 patios. Un patio principal que vous voyez à gauche et 2 patios. En fait, c'est un modèle en T, je dirais, qui travaille sur 3 patios de dimensions différentes, qui permettent effectivement d'éclairer pratiquement la totalité des surfaces dans une maison à simple rez-de-chaussée. Et à gauche, vous avez quelque chose, en bas à gauche, quelque chose de très intéressant, c'est que à partir de ces modèles en T, ou même droit, Miss a commencé à travailler sur des associations de maisons entre elles, à l'intérieur d'un quadrilatère extrêmement rigoureux, extrêmement rationnel, qui redistribue aussi les jardins de part et d'autre d'un quadrillage réalisé par des parois, des murs, qui séparent malgré tout les unités entre elles. Et là, vous reconnaissez aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les espaces principaux des espaces secondaires, espaces servants, espaces servis, la cuisine, le séjour. Vous voyez que le séjour est systématiquement doté d'une cheminée, etc. C'est à ça qu'on le reconnaît, entre autres, parce que le diagramme est extrêmement abstrait, quand même, chez Miss. C'est toujours comme ça, une espèce de volonté d'abstraire, en quelque sorte, l'espace architectural, surtout l'espace construit. Alors, à la suite des travaux, vous avez peut-être lu le petit encart en bas à droite, les travaux engagés par les architectes italiens dans les années 30, donc entre autres Giuseppe Pagano, et entouré de 2 autres personnes moins fameuses, qui s'appellent Dotia Levi et Marescotti. Ils ont eux aussi, parallèlement à Hilberseimer, travailler sur cette ville horizontale et sur la fabrication de la ville horizontale à partir de maisons en L. Et le résultat après-guerre, c'est ce projet que vous avez là sous les yeux d'un autre architecte rationaliste italien qui s'appelle Adalberto Libera, qui, dans la banlieue de Rome, donc dans un faubourg qui s'appelle Tuscolano, a réalisé cette opération donc, en 1956, je crois, 51, voilà. Donc, il s'agit en fait d'une forme que j'appelle bastidaire. C'est-à-dire une bastide, en fait, c'est une sorte de ville, enfin, vous en avez dans le sud-ouest de la France, que je vous invite à visiter, parce que c'est absolument magnifique et saisissant. Donc, ces bastides, en fait, le principe, c'est on a un grand quadrilatère cerné de murs, à l'intérieur desquels, bon, à l'extérieur, c'est la campagne, c'est le monde rural, et à l'intérieur, c'est le monde urbain. C'est extrêmement bien délimité. En général, c'est évidemment quadrangulaire, très rationnel sur le plan géométrique. Et là, c'est un peu le même principe. Il y a un mur périphérique qui entoure ce quartier. Vous voyez qu'à l'origine, il n'y a rien. Aujourd'hui, si vous vous baladez dans le quartier à Tuscolano, ça a été totalement, évidemment, saturé de construction. On reconnaît à peine, d'ailleurs, cette enceinte de Libera. Mais à l'origine, c'était ça. Donc on était pratiquement en pleine périphérie non bâtie. Et on a donc ce mur périmétrique, et à l'intérieur duquel on a un vaste espace libre au centre, avec une construction collective, qui est un bâtiment, autant que je me souvienne, affecté à je crois, à des chambres d'étudiants, je crois en tout cas des appartements pour célibataires. Et autour, on a donc 126 maisons à patio en L, qui sont regroupées par 4. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Et ce plan, il est très très intéressant. Il y a donc 4 maisons en L, donc vous voyez qu'elles sont distribuées par leur angle externe. Elles sont très introverties, retournées vers les 3 patios des maisons qui sont orientées, on va dire, favorablement. Et la dernière, celle qui est en haut à gauche, qui malheureusement est mal orientée, en ce sens que si elle avait été établie sur le même modèle que les 3 autres, elle aurait porté ombre en fait sur son propre patio. Et donc là, pour pouvoir la libérer de cette difficulté, en fait, elle se retourne systématiquement sur en fait une cour qui est la réplique du patio intérieur, mais une cour qui se trouve dans l'angle en haut à gauche. Voilà. Et vous avez la coupe ici qui montre les rapports de proportion, et vous voyez, c'est du simple rez-de-chaussée. Donc il y a 126 maisons qui sont ordonnées sur ce modèle,
Et vous voyez comment est mise à profit finalement la disposition en L, avec d'un côté évidemment la partie, on va dire, cuisine, séjour, repas, et puis dans l'aile, ici en bas, à droite en tout cas, la succession des chambres distribuées par un long couloir et des rangements adossés au mur périphérique. Alors ça, c'est la maison que je vous ai parlé tout à l'heure de Sert, José Luis Sert, donc qui était, bon quand même, il faut le savoir, le bras droit de Le Corbusier, un des principaux animateurs avec Siegfried Gideon du Congrès international d'architecture moderne, qui est vraiment la mecque de ce qu'a été donc l'architecture moderne, donc codifiée par Le Corbusier, les 5 points de l'architecture moderne, etc., etc. Et là, il y a donc sa maison à Cambridge, dans le Massachusetts. Il était prof à Harvard. Et donc, il a construit sa propre maison, que vous avez là, dont vous avez ici le plan sous les yeux. Et vous voyez là, il y a un patio central, mais il y a aussi un jardin principal, donc côté rue, en quelque sorte, et un jardin arrière qui lui permet en fait de valoriser pratiquement. Alors ça, évidemment, c'est pas adapté à la fabrication d'un tissu dense et compact. Mais vous allez voir qu'il a quand même fait la tentative de les associer les unes aux autres pour fabriquer quelque chose qui dépasse simplement, à dire, la réalisation d'une sorte de rêve de maison individuelle. Bon, c'est une maison magnifique, évidemment, qui ne fonctionne que sur rez-de-chaussée. Et vous voyez comment tous les espaces sont valorisés. Bon, le séjour et la partie repas est située donc dans la partie basse au sud, qui donne sur le grand jardin, mais également sur le patio. Latéralement à gauche, côté de l'entrée, il y a l'espace distributif, qui est en fait, dans mon souvenir, une bibliothèque, qui conduit, on va dire, à la partie chambre privative, cabinet de toilette, etc. Et sur la droite, en symétrie, on va dire, de cette travée-là, il y a donc la cuisine, que l'on traverse finalement pour pouvoir atteindre la partie privative des chambres. Et sur la droite, vous voyez là le garage. Et là, c'est très, très intéressant de voir ça. Le garage, en fait, il n'arrive pas à l'intégrer à la maison. Le garage, il est extériorisé complètement. Alors, évidemment, aux États-Unis, à l'époque, il n'était pas question de ne pas avoir de bagnole et donc de garage. Et donc, il s'est trouvé, en quelque sorte, un peu contraint Mais vous voyez que la forme elle-même de la maison à patio rejette, en quelque sorte, je dirais, le garage. Alors, voilà... Non, merde. Voilà la tentative d'association proposée par Sert. Et vous voyez la conséquence immédiate de l'introduction du garage. Les maisons fonctionnent en miroir. Les deux entrées, il a modifié un peu la séquence d'entrée. Il a dû élargir la travée d'accès qu'on voit ici à gauche et à droite. Bon. Et les garages qui sont eux aussi associés créent, numéro 2, l'accès très large, trop large en quelque sorte. Et c'est précisément ce surdimensionnement de la voie d'accès au garage et les garages eux-mêmes qui, en quelque sorte, détériorent, je dirais, en quelque sorte, la performance densitaire et la compacité de ce dispositif. Ce qui n'enlève rien, évidemment, aux qualités de la maison elle-même. Mais on voit bien que ce n'est pas du tout adapté aux situations auxquelles on doit maintenant répondre, qui impliquent d'abord des maisons, évidemment, de superficie plus modeste, mais aussi qui réalisent des performances densitaires plus élevées. Alors, la floraison des années 60, donc ça, c'était les années 50. À partir des années 60, une nouvelle vague, en quelque sorte, mais qui, là, va déboucher sur énormément de réalisations, je dirais des centaines de réalisations, dont, d'ailleurs, le catalogue a été dressé. Donc, on peut consulter dans multiples ouvrages. Donc, ça, c'est en l'occurrence des extraits de cet ouvrage, d'un de ces ouvrages. Donc, Arne Jacobsen, vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, c'est une grande figure de l'architecture danoise, on dirait un architecte minimaliste, ultra rationnel en tout cas, indiscutablement, et qui là réalise donc au nord de Copenhague
un endroit que je vous invite à visiter parce que c'est absolument exceptionnel. Il y a plusieurs réalisations de Arne Jacobsen, et donc toutes liées d'ailleurs à la question de l'habitat. Et là, en l'occurrence, cette maison très simple, aussi également sur rez-de-chaussée, qui tourne autour d'un patio central principal et d'un jardin. Et là aussi, vous voyez la question de la voiture. Et on le voit très très bien sur l'image en haut à gauche, ces garages qui délimitent, alors là il le fait assez habilement parce qu'il délimite un premier jardin, mais qui ne fonctionne pas véritablement comme un patio, puisqu'il est adossé à un mur aveugle qui est le mur des garages, et surtout du côté de la voie, eh bien, il n'offre, en plus là il y a 3 voitures par unité résidentielle, ce qui paraît un peu excessif, peut-être qu'à l'époque... ou pour les familles qui devaient ici habiter, c'était requis. Mais en tout cas, voilà, on a 3 voitures de front, donc 3 portes de garage. Et comme je parlais tout à l'heure d'une certaine carence d'urbanité, ben là, vous le voyez très clairement. Il y a une certaine faiblesse dans la façon... Là, je n'ai pas de photo de ça, mais vous pouvez aller vous balader sur Google, vous verrez. On y accède très facilement. Et vous verrez que la rue, là, est clairement sous-qualifiée. Mais... Pour revenir à la maison à elle, là c'est une maison en U, autour de son patio, numéro 10, et vous voyez que là, la partie publique de la maison, c'est-à-dire son séjour, sa cuisine, dans la première aile de gauche, le coin repas qui bénéficie aussi de son ouverture sur le patio, et puis la partie privative avec les chambres qui gravitent autour d'une salle de bain, elle aussi éclairée naturellement sur ce patio. Alors, ce qui est très intéressant dans le patio, c'est que comme il est à caractère strictement privé, vous pouvez ouvrir tout ce que vous voulez dessus. Non seulement les chambres, mais vous pouvez que les sanitaires, les commodités, etc., tout peut s'ouvrir dessus. Et donc, vous qualifiez, évidemment, de façon très, très claire tous les espaces. Il n'y a pas d'espace, on va dire, abandonné ou rejeté. Alors ça, c'est un projet magnifique, qui est à proximité, d'ailleurs, de celui qu'on vient de voir, qui est à Fredensborg, un peu plus au nord encore de Copenhague. Donc réalisé par un architecte, John Hudson, aussi une grande figure de l'architecture de l'après-guerre XXe siècle, à qui on doit notamment l'opéra de Sydney. Vous connaissez sans doute cette figure emblématique de l'architecture, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sueur aussi à son concepteur, Hudson. Eh bien, il a réalisé énormément de projets résidentiels autour de ce principe de la maison en L, qui là aussi est une maison... on va dire, assez généreuse en superficie, et qui a surtout cette capacité à s'associer l'une avec l'autre autour de ce schéma. Alors on va le voir peut-être un peu. Voilà. Ça, vous avez une vue aérienne de cette opération de Fredensborg, où vous voyez que toutes les maisons, en fait, ont leur patio retourné vers la pelouse, enfin les pelouses centrales. Il y a finalement 3 pelouses centrales. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que devant... c'est un Golf 27 trous, je ne sais pas combien. Donc, ils n'ont pas beaucoup de vis-à-vis, ça c'est sûr. Et par contre, la faiblesse, je dirais, parce qu'il n'a pas là non plus renoncé à la voiture, la faiblesse, c'est que pour distribuer donc, les garages de ces maisons, il est obligé de pénétrer très profondément à l'intérieur du dispositif avec ces grandes allées entièrement minéralisées, asphaltées, qui présente en quelque sorte, je dirais, le revers de la médaille de ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ces grands greens, où évidemment vous découvrez les maisons et tout le travail architectural de Hudson, absolument remarquable dans le traitement du détail, etc. Et en quelque sorte, on a en fait la contrepartie, un peu, je dirais, presque négative, de la super qualité qui se retrouve dans la partie externe des maisons. Je vais essayer de revenir quand même, faire une tentative. Voilà. Donc ici, donc pour ce qui est du garage, vous voyez comment il est situé en appendice en quelque sorte d'une des ailes. Et pour y accéder, évidemment, à gauche, il faut forcément une allée carrossable qui vous permet de pénétrer donc, dans ce garage. Pour le reste, le schéma est extrêmement simple. Vous avez une aile, encore une fois, affectée au séjour cuisine. Et puis plus le bureau, le 6 c'est un petit bureau donc pour travailler, et puis 2 chambres, deux chambres qui se retournent sur le patio dans l'aile inférieure. Bon, ça, Gulliksen, c'est un architecte donc finlandais, contemporain d'Aalto,
qu'on connaît moins, mais qui est aussi très intéressant, et qu'il a aussi réalisé une maison en L. Donc vous voyez que ce modèle, il a tendance quand même à se répéter, avec plus ou moins de sophistication, plus ou moins de complexité. Mais là, vous retrouvez toujours la question de la spécification des ailes. Il y a une aile clairement séjour, cuisine, bureau, repas, et une aile privée, avec les chambres, les salles de bain, les commodités et les rangements. Voilà. Et le patio central. Mais vous voyez que cette règle du 25-75, bon là, elle est un peu excédée, mais on sent bien qu'on peut encore réduire. Bon, vous allez le voir sur les projets que nous, on a réalisés, qui n'ont pas les mêmes... on n'avait pas les mêmes conditions, on va dire, de travail, notamment sur le parcellaire. Mais vous verrez que cette règle du 25-75 est assez généralement respectée. Ah voilà, un projet donc, qui fait partie de cette espèce de sous-type dont j'ai parlé, qui est la maison en bande à patio. Ça, c'est un projet qui a été donc, réalisé à Hatfield, qui est une ville nouvelle au nord de Londres, donc en 1964 par un architecte totalement méconnu qui s'appelle Peter Phippen. C'est très intéressant parce que cette parcelle que vous voyez sur la droite était inconstructible, réputée inconstructible. Elle est coincée entre une voie rapide et une voie ferrée. Personne ne voulait construire sur cette parcelle. Et il a, lui, alors je ne sais pas si c'est lui qui a pris l'initiative, mais enfin un groupe, on va dire, de personnes, de familles, se sont coalisés en quelque sorte pour trouver les moyens de faire un projet qui leur convienne. Bon, c'est un peu l'exemple aussi d'Atelier 5, vous avez peut-être entendu parler à Berne, et qui aussi fonctionne sur un mode coopératif. Là, les familles se sont regroupées, ont été chercher cet architecte, donc Peter Phippen, pour réaliser donc 23 maisons sur un parcellaire extrêmement étroit, parce que là, on ne doit pas excéder 7 mètres, mais qui offre à la fois, et c'est ça qui est intéressant, mais on va le voir dans l'image suivante, qui offre à la fois toutes les commodités d'une grande maison, mais aussi qui résout les problèmes de la petite maison, de 3 pièces. Alors que là, vous voyez, on a une maison qui fait pratiquement 1, 2, 3, enfin c'est aux alentours de 5 pièces, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est l'alternance des patios en quinconce. Et là, très habilement, il a utilisé le garage, que vous voyez ici en 7 sur la gauche, en bas à gauche, comme un élément de fabrication des patios. Enfin, du premier patio d'entrée, hein, le numéro 10. Et, voilà. Et donc, à partir de là, il y a une séquence qui permet d'associer dans une succession assez logique, hein, la cuisine en 3, en 2, vous avez le coin repas, en 6, vous avez un petit bout de séjour, me semble-t-il, en 4, donc des commodités, en 5, les premières chambres ou bureaux, en 1, le grand séjour, en 5, là c'est vraiment luxueux, hein, franchement là, bon, et en 5 encore, donc le 5 ce sont les chambres à coucher. Voilà, alors ça c'est un plan que j'ai été chercher ailleurs et qui donne les dimensions, j'ai calculé les dimensions, c'est pour savoir un petit peu voilà, sur quelle emprise ces maisons étaient construites. Et vous voyez que là-haut, on a donc un F2, parce que nous on appellerait un F2, c'est-à-dire en fait un séjour et une chambre avec sa cuisine, et le garage ici que vous avez en haut à droite, donc fabrique le premier patio d'entrée à travers lequel donc on accède à la cuisine en haut et au cabinet de toilette en bas et à la chambre et au séjour. Et ensuite ce modèle se décline en un F3 dans la partie donc, située en bas, où on a un patio qui occupe la partie centrale, qui permet d'éclairer à la fois 2 chambres, le séjour et le repas, la cuisine prenant sa lumière sur le patio d'entrée du garage, hein, le garage qui vient de le limiter, et le reste sur la gauche étant aménagé en jardin.
Et vous avez à nouveau donc, F4 jusqu'au F5 qui se développe sur environ 42 mètres linéaires. Donc ça, moi j'ai trouvé ce projet à peu près méconnu, si vous voulez, absolument remarquable et une source, on va dire, d'inspiration qui pourrait nous servir encore aujourd'hui. Encore une fois, la caractéristique, c'est la faiblesse de la travée. Il faut savoir que ces maisons sont construites sur un simple rez-de-chaussée. C'est des murs de parpaing mitoyens, du parpaing, donc ce qu'il y a de plus économique. Et ensuite, sur 6 mètres, on a des solives qui viennent refermer en toiture. Et en dessous, donc vous avez cette organisation. Là, c'est vraiment une sorte d'effet magique du plan qui me semble tout à fait intéressant d'analyser et de reproduire. Voilà une vue donc, à l'intérieur de cet ensemble qui s'appelle The Ride. Une vue d'un tout petit patio, là ça ne va pas faire plus de 3 mètres par 3 mètres, mais qui est le patio, on va dire presque principal, puisqu'il éclaire sur la droite, on le distingue, soit le coin repas, soit la salle de séjour. Ici, peut-être à l'inverse, j'en sais rien. Enfin, on voit que cet espace, en dépit de son caractère extrêmement modeste, est tout à fait qualitatif, et surtout, il apporte une qualité supplémentaire à toutes les pièces qui gravitent autour. Bon, un autre projet là, mais qui s'apparente déjà à quelque chose de plus simple. Bon, il est classé dans les maisons à patio. Donc l'architecte, que je ne connaissais pas, Arju et Karjalainen, donc ce sont des Finlandais. Donc c'est des maisons en L, mais dont la caractéristique, c'est que le garage fabrique en fait l'aile en retour du L. Et donc le patio, qui n'est déjà plus un patio, c'est plutôt un jardin. Et donc vous avez ici une enfilade de pièces. Le long d'un long corridor qui est quand même éclairé à ses deux extrémités, et puis la bande servante en quelque sorte, cuisine, commodité, salle de bain, etc., se développe là le long du mitoyen à gauche. Et là aussi, simple rez-de-chaussée, vous voyez la coupe là-haut. Et le mode d'assemblage de ces maisons les unes par rapport aux autres. Et là, curieusement, ils s'assemblent par le petit côté et pas par le grand côté. Alors, Ralph Erskine aussi, un monsieur qui gagne à être connu et reconnu, malheureusement disparu aujourd'hui, qui est un architecte, autant que je sache, anglo-suédois, qui a travaillé autant en Angleterre qu'en Suède. Et là, il a réalisé plusieurs opérations résidentielles, de logement. Et là, vous avez l'exemple d'une maison à patio en U, qui ne comporte pas de garage. Et là, on voit que le plan est presque plus efficace que s'il y avait un garage. Donc je vous laisse interpréter, mais vous voyez, à gauche, en fait, les parties, encore une fois, plus publiques de la maison, et à droite, la partie domestique, la partie privée avec les chambres, cabines de toilettes, etc. Alors, un autre projet d'Erskine, là en L. Bon, je ne vais pas trop m'étendre, vous pouvez analyser les choses. Là non plus, il ne semble pas qu'il y ait de garage, voilà. Le numéro 7 n'est pas un garage, c'est une sorte de réserve, on dirait la pièce en plus aujourd'hui, bon, j'aime pas trop ça, mais disons une sorte de réserve qui peut servir d'atelier, qui peut servir d'extension, une nouvelle chambre, etc., 2 chambres, pourquoi pas. Voilà, donc c'est un peu hors programme, je dirais. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'exploitation de l'angle rentrant sur le patio entre le séjour, et le coin repas et la cuisine. Vous verrez que c'est une formule que nous, on a également pratiquée sur un de nos projets. Ça, Jean-Pierre Vatel, c'est un architecte français, qu'on mériterait aussi d'étudier plus fréquemment, qui a surtout travaillé dans le nord de la France, autour de la ville neuve de Villeneuve-d'Ascq. Donc ça, c'est un projet de 1976 qui comporte 58 maisons à patio à R+1. Donc vous voyez le plan d'étage au milieu, la coupe en haut, et toujours le même dispositif, assez récurrent. Encore une fois, on est en pleine typologie, là. Vous voyez que les variations sont quand même très
subtile, et qu'on retrouve systématiquement les mêmes principes de retournement sur l'intérieur, et là, en l'occurrence, avec une réduction quand même très très forte de la superficie et de l'étalement de la maison. Et les modalités d'association qui sont là, autant que je me souvienne, 2 à 2. Je ne vois pas très bien, mais voilà. Alors ça je l'ai pris parce que c'est absolument aussi stupéfiant. C'est une maison de Tadao Ando, pratiquement sa première maison, donc qui date de 1976, à Kyoto. Et vous voyez là, alors malheureusement les plans ne sortent pas très bien, mais c'est la maison, sans doute la plus petite maison à patio qu'on puisse concevoir et qu'on puisse imaginer. Donc il est constitué de 2 corps de bâtiments, de part et d'autre de la parcelle, et qui sont séparés par un vide central. S'il vous plaît. Merci. Qui sont séparés par un vide central, et les deux étages, puisque c'est du R+1, les 2 étages en fait sont reliés par une passerelle qui, on va dire, surplombe le patio. Donc vous voyez les superficies sur les plans, ça apparaît très clairement, elles sont toutes petites, bon, on va dire japonaises, et là aussi un exploit en termes de compacité et d'efficacité du plan, et la mise à profit maximale du vide central du patio. Vous allez voir quelques vues de cet endroit. C'est absolument remarquable, et ça démontre à quel point travailler sur les toutes petites superficies et des toutes petites surfaces, à partir du moment où on le fait intelligemment, ça peut résoudre bien des difficultés, bien des problèmes. Vous avez une vue ici en haut à gauche du patio. Vous voyez qu'il est très minéral, c'est pas du tout un jardin finalement, mais il fonctionne vraiment comme un patio, c'est-à-dire qu'il éclaire pratiquement au maximum les pièces qui sont de part et d'autre. Bon, ça c'est un projet que vous connaissez peut-être de Souto Demura, qui est un architecte portugais, qui est un émule et un élève, autant que je sache, de Álvaro Siza. Donc c'est 9 maisons là aussi de luxe, luxueuses, donc à Matosinhos, qui date de 99. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Là, il y a un patio central, mais aussi un très grand jardin devant. Donc lui, il réalise quelque chose qui est évidemment remarquable, c'est que la salle de séjour, la grande salle de séjour que vous voyez à gauche, l'amphithéâtre de ces grands espaces à gauche, est double orienté sur son jardin et son patio. Là aussi, ce sont des maisons de dimensions très très confortables, et évidemment qui ne sont pas, on va dire, adaptées à la production de masse du logement tel qu'on le connaît nous aujourd'hui ici en France. Alors ça, je vais vous montrer quelques images assez curieuses, ce que j'appelle moi donc les formes complexes de maisons à patio. Alors ça, c'est un projet d'un architecte allemand, Oswald Matthias Unger. Et en l'occurrence, je n'ai pas réussi à identifier d'où venait ce projet. J'ai juste... je possède ce plan, sans savoir d'où il sort. Je ne sais pas si ça correspond à un projet qui aurait été réalisé. J'ai un peu navigué pour savoir s'il était référencé quelque part. En fait, j'ai rien trouvé, donc il faudrait que je compulse les monographies de Unger, mais il présente cet intérêt incroyable d'associer à chaque fois 4 maisons en L autour d'un patio collectif, mais aussi doter chacune d'un petit patio privatif ou d'une petite terrasse privative. Donc vous pouvez regarder, essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais là aussi c'est assez miraculeux sur le plan de l'organisation et de la rationalité géométrique. Bon, Unger, il est connu pour ça. C'est un personnage, si vous voulez, qui, toute sa vie d'architecte, a été en quelque sorte obsédé par cette question de la géométrie et de la rigueur géométrique. Le plan à 9 cases, etc., enfin j'en passe. Le fait est que là, confronté à ce problème de toute petite maison qui devait être assemblée tout en ménageant des espaces collectifs et des espaces privés qui se protégeaient
les uns les autres, par leur propre construction, finalement, trouvent une solution tout à fait remarquable. Alors, encore plus saisissant, donc deux architectes anglais, Shepard Robson, qui ont connu une carrière exceptionnelle dans la construction d'universités en Angleterre, dans la grande période faste des années 60-70. Là, en l'occurrence, c'est la maison des professeurs de l'université de Churchill College, à Cambridge, en Angleterre cette fois-ci, et pas aux États-Unis. Et là, ils assemblent 20 maisons autour de leur propre passion. Alors là, je ne voudrais pas perdre trop de temps à essayer de vous expliquer le système, mais vous pourrez... Bon, les flèches indiquent les entrées des maisons, donc vous voyez que ce sont soit des maisons simplement rectangulaires, soit des maisons en L. Elles sont de dimensions différentes, et surtout leur caractéristique, c'est qu'elles gravitent autour d'un centre qui est découpé en 4, qui sont 4 patios, en fait, affectés aux maisons qui sont autour. Et ensuite, il y a des accès, vous voyez, représentés des escaliers latéraux. Et vous allez voir, il y a un plan d'état. Bon, le stationnement est complètement isolé à gauche. Et ces escaliers, en fait, conduisent à un étage supérieur où il y a encore, autant que je me souvienne, 8 maisons, pratiquement individuelles, qui sont accessibles par leur propre escalier et qui sont dotées de terrasses en toiture des maisons qui sont en contrebas. Donc là aussi, c'est un plan tout à fait remarquable. Alors évidemment, il n'a pas du tout de caractère urbain. Cet ensemble-là, vous allez le voir, voilà à quoi ça ressemble vu de loin. Donc c'est typique de ce qu'on appelle l'architecture brutaliste anglo-saxonne des années 60-70. C'est absolument remarquable aussi. Ça existe toujours, je vous rassure. Et les professeurs de ce collège sont logés très confortablement dans cet ensemble. Briques et béton. Alors c'est un projet de Coulas, que tout le monde connaît, donc il date de 1991. Ce projet, je ne sais pas si vous le connaissez, il est situé au Japon, à Fukuoka, et il comporte en fait 24 triplex à patio établis sur un socle de parking. C'est ça peut-être qui, on va le voir tout à l'heure, c'est ça peut-être qui pose un peu problème, en ce sens que le dispositif en fait est un peu affaibli par le fait qu'il est complètement surhaussé sur ce socle de parking, et donc il réalise une sorte d'isolat complet dans la ville, pratiquement impénétrable, parce que c'est une sorte de muraille qui l'environne complètement. Et ça emblématise complètement ce que je disais, à savoir sur le caractère hermétique de cette typologie qui là est poussée à son comble. Donc là, vous avez une image assez saisissante de ces maisons donc, qui donnent sur leur propre patio, qui possèdent 3 étages, donc des triplex, et qui sont assemblées de telle sorte qu'elles ne se gênent pas les unes les autres. Donc voilà les plans. Là, il y a les coupes en bas où vous voyez clairement le triplex, éclairé en partie supérieure donc, par des formes de shades qui viennent apporter la lumière assez profondément à l'intérieur de la coupe. Et là, les plans, qui là aussi, bon, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail, mais alors, finalement, les plans sont assez simples, ils fonctionnent toujours sur le principe du quadrilatère, distribuent donc des chambres à la périphérie de ces patios. Mais surtout, voilà, ça c'est une autre vue, donc là aussi saisissante de ce système, qui est très très orthonormé aussi, en dépit de l'effet de vague que produisent les toitures. En fait, c'est une grille, hein. C'est une grille orthogonale dont certains éléments sont évidés pour permettre d'apporter la lumière à l'intérieur des logements qui sont très profonds, à la fois en plan et en coupe. Et voilà ce que je vous disais, à droite, l'image que produit en quelque sorte cet ensemble sur l'espace public. On ne peut pas dire que ça vous incite à rentrer. Hein, donc le niveau inférieur qui comporte 2 étages, je crois me souvenir, est affecté au stationnement. Ensuite, la ceinture donc, en béton teinté noir, là, c'est en fait le corps principal
des maisons à patio, et au-dessus, on voit émerger donc ces formes de toit un peu ondulantes qui permettent de faire rentrer la lumière à l'intérieur. Et vous avez ici les plans. Bon, vous aurez peut-être le loisir, ce projet, vous pouvez le consulter sans difficulté dans diverses revues ou monographies de Coulas. Et donc, ça vaut la peine de les étudier. Mais finalement, en dépit du graphisme un peu complexe, c'est quand même très très simple. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer nos propres projets, avec modestie. Donc 4 réalisations récentes. Une première réalisation qui date de 94-96, de 35 maisons à patio situées à Bagnolet, en cœur d'îlot. Puis 193 logements réalisés à Saint-Jacques-de-la-Lande, dont une 60aine de maisons à patio, parce qu'il y a diverses typologies, entre 2006 et 2010. 60 logements sociaux donc réalisés à Chanteloup-en-Brie, plus récemment, 2009-2014. Et enfin, 49 logements sociaux qu'on a réalisés à Soleil-Chartreux entre 2007 et 2015. Alors ça, c'est un peu éternisé, parce qu'il y a eu des problèmes de ZAC. Je vous passe les détails. Donc nos 35 logements à patio, donc voilà, vous avez ici une photo aérienne de l'opération que vous reconnaissez immédiatement dans un tissu de maisons sur parcellaire maraîcher. Donc c'est vraiment la banlieue de chez banlieue, j'allais dire, sur le plateau de Bagnolet, donc très plat, finalement pas de déclivité. Et au centre de cet îlot, vous voyez, là où apparaissent les toitures en gris, il y avait une friche maraîchère qui était vaguement cultivée par des gens des environs. Et on nous a demandé, donc c'était une opération mixte, un peu combinée, où il y avait à la périphérie quelques immeubles collectifs, dans les interstices, on va dire, du tissu et les dents creuses. Et au centre, donc là où on nous a demandé de travailler donc, en réalisant ces 35 maisons, il fallait occuper donc, cette friche maraîchère. Et il y avait aussi je vais essayer d'aller avec la souris, là, doucement, pour pas... Ici. Merde, bon... Enfin, il y a un jardin de cœur d'îlot en bas à droite. Voilà. Et il y a une EHPAD qui occupe l'angle en haut à droite, donc au nord-est, donc bâtiment L qui est une EHPAD. Voilà. Donc, et donc ces maisons à patio comportent donc des 3 pièces, des 4 pièces. Ah oui, ça c'est pas mal. Merci. Je vais voir si ça marche. Voilà. Donc il y a des 3 pièces, des 4 pièces, des 5 pièces, et il y a deux dispositifs intéressants du point de vue des espaces communs, pour ne pas dire des espaces publics. C'est ce jardin d'îlot, de cœur d'îlot, effectivement accessible à partir des rues, mais quand même très contrôlé, et un jardin que l'on a appelé le jardin des conifères, parce qu'on y a conservé ici les arbres existants, qui étaient de grands sapins, ou de grands pins. On a tenu absolument à ce que cet élément-là soit conservé. Et après, on a planté, c'est nous qui avons fait ça, on a planté dans chaque jardin des arbres fruitiers qui apparemment arrivent à survivre. Donc voilà le plan masse qu'on a présenté, ça c'est le plan du concours. Donc vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. On reconnaît les 3 pièces en ceci qui sont à simple rez-de-chaussée, on les voit ici. Là, 3 pièces. Là, des 3 pièces, voilà ici 3 pièces, ici un 3 pièces, et dès qu'on monte un étage, ça devient 4 pièces, les 5 pièces étant concentrées ici dans cette partie-là. Voilà, le jardin de cœur d'îlot dont je vous ai parlé, et un jardin dit des conifères ici. Et le tout, voilà, oublié de dire, le tout distribué par Venelle, parce qu'on avait, en fait, c'était même pas nous qui avions proposé ça, c'est le maître d'ouvrage qui a imposé, au moment du concours, qu'aucune voiture ne pénètre à l'intérieur de cet îlot. Donc toutes les voitures, là pour une fois, étaient assez éclairées, et toutes les voitures sont cantonnées donc, sous les immeubles neufs qui sont réalisés ici ou là. Donc des parkings, donc chacune de ces 35 maisons trouve son parking finalement en infrastructure de ces maisons, de ces immeubles collectifs. Donc évidemment, on a profité de l'aubaine et on a finalement proposé de distribuer ces 35 maisons par un réseau de Venelle qui d'ailleurs préexistait vaguement avant la construction sur la friche maraîchère.
Bon, on a un peu déplacé, ajusté, etc. Mais en gros, on y accédait par un réseau. C'était pas bâti, évidemment, mais on y accédait par un réseau de cheminement qui permettait, finalement, qui nous a... et en plus, dans le quartier, je ne sais pas si on le voit ici, mais dans le quartier, il y a toute une série de... On le verrait sur la photo aérienne, mais il y a toute une série de venelles. Celle-ci existait déjà, donc on s'est raccroché dessus. Celle-là aussi existait. Là, ils ont surmonté avec un Porsche. Si vous voulez... finalement, tout le système était en place. Il fallait juste interpréter le dispositif. Donc ça, c'est le plan de rez-de-chaussée, du concours aussi. Bon, ça date d'il y a un certain temps déjà, où il n'y avait pas d'informatique à l'époque. Et donc, on voit très clairement les maisons, comment elles s'organisent autour de leur patio. Là, on est de part et d'autre du jardin dit des conifères. Donc ça, ce sont des 3 pièces. Donc vous voyez... on rentre ici, on va le voir un peu plus précisément. Il y a les chambres et les chambres qui sont dans cette aile-là, la cuisine, je crois me souvenir, le séjour-là. Et ici, ce sont les 4 pièces auxquelles on accède à l'étage par des escaliers qui sont ici adossés aux murs séparatifs. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a pris soin, comme le sud est en bas, on a pris soin d'orienter systématiquement donc les jardins au sud, et si possible, là au sud-est et au sud-ouest, mais jamais au nord. Et surtout, ce qu'on a fait aussi, on a pris soin de faire en sorte que les R+1 ne dominent jamais, en quelque sorte, du point de vue en tout cas de leurs fenêtres, ne viennent jamais, on va dire, surmonter les jardins privatifs des maisons voisines. Et vous allez voir que c'est une problématique qui se pose systématiquement quand vous êtes dans un système compact comme ça, et qu'on a essayé à chaque fois de résoudre au mieux. Donc voilà une vue d'époque, si j'ose dire, du jardin d'îlot qui n'était pas encore très fourni, et vous percevez quand même ici les fameux conifères qu'on a préservés. Alors ça, c'est si je puis me permettre, un conseil que je donnerais à tous les architectes, encore jeunes architectes qui vont se lancer dans ce merveilleux métier. Dès que vous avez quelque chose qui ressemble à de l'existant, et en particulier une végétation existante, des arbres par exemple, essayez de faire en sorte que votre projet préserve en fait ce patrimoine végétal, parce que c'est exceptionnel. Je veux dire, il suffit de pas grand-chose pour immédiatement produire un effet, je dirais, de préexistence du projet. Il est accroché à quelque chose, il n'est pas complètement sorti de nulle part, il n'est pas parachuté dans une espèce de vide qu'on aurait réalisé avant de bâtir. Voilà. Donc là, ce que vous distinguez très clairement, là, ce sont des 4 pièces, et donc ici, donc R+1, ici l'aile en retour à simple rez-de-chaussée, et le patio est ici. Voilà. Et là, ce sont les 5 pièces qu'on voit défiler par là. Ça, c'est un local commun, donc c'est un local poubelle ou quelque chose comme ça. Et ça, l'amorce des venelles. Voilà, des vues sur les venelles. Ici, une maison d'angle, en haut à gauche, une maison d'angle avec son jardin, R+1, 4 pièces. Et vous voyez ici l'ambiance des venelles. Alors, effectivement, ça confirme ce que je vous dis depuis le début, une assez faible urbanité. Hein, on est très fermé sur la venelle, évidemment, par voie de conséquence, puisque tout est retourné sur le patio. Mais là, on est dans une venelle qui est la venelle opposée à celle-ci, et là, on voit le jardin des conifères, et vous voyez à quel point la présence de ce végétal agrémente de façon tout à fait manifeste cet espace commun. On ne peut pas parler d'espace public, cet espace collectif de distribution. Sachant que toutes les entrées de ces maisons sont situées ici, là, en l'occurrence, à gauche sur cette venelle. Bon, voilà les plans. Le plan, par exemple, on a 3 pièces, 67 mètres carrés, c'est pas grand. Et donc, vous voyez ici les 2 chambres. Donc, une grande chambre. Il n'y avait pas de normes handicapées à l'époque. Hein. Mais bon, là, je pense que ça devrait pouvoir se faire. Donc, le cabinet de toilette, le WC, etc. Le séjour, 24 mètres carrés. La cuisine qui vient prolonger le séjour. Une cuisine dans laquelle on peut mettre une table et manger. Et ici, le jardin qui fait 40 mètres carrés. Donc, elle va un peu au-delà des 25 mètres carrés dont je parlais, et un abri-jardin qui permet aussi de gérer la séquence d'entrée. Très important, le traitement des clôtures, évidemment.
Hein, il faut évidemment dans ce genre de configuration avoir des clôtures ultra qualitatives si vous voulez que les gens se sentent protégés et qu'ils s'approprient en quelque sorte leur maison. Donc ça c'est des plans du 4 pièces. Il y a plusieurs types de 4 pièces, bon, disons celui-là est assez emblématique. Donc le séjour, ce que je vous disais, le séjour en L avec son coin repas, sa très grande cuisine de 11 mètres carrés. Quand on voit ça aujourd'hui, on se prend à rêver, parce qu'aujourd'hui on fait des cuisines qui font 5 mètres carrés, 6 mètres carrés, c'est dramatique. Là elle fait 11 mètres carrés, donc c'est une véritable pièce, hein, indiscutablement, la chambre de 12 mètres carrés. Donc le coin repas, le séjour 23 mètres carrés, ici le cabinet de toilette, l'escalier qui conduit à l'étage. Et là, le plan, il est biblique. Hein, vraiment, l'escalier arrive là. La salle de bain est éclairée, naturellement. Une circulation et 2 chambres entre 10 et 11 mètres carrés. Donc c'est royal. Ça fait 82 mètres carrés. C'est vrai que c'est grand pour un 4 pièces. Mais bon, c'est un peu induit par le fait que ce sont des maisons. Et là, c'est le 5 pièces, type 2, bon, qui est un peu plus grand. Et vous voyez ici le jardin auquel on accède ici latéralement, son cellier en fond, séjour, chambre de 12 mètres carrés, la cuisine qui gère aussi l'angle rentrant, hein, permet de gérer l'angle rentrant, et ici la partie privative avec une première chambre au rez-de-chaussée et 2 autres chambres à l'étage autour d'un tout petit palier à l'arrivée de l'escalier ici et la salle de bain ici dans l'angle en haut à gauche. Donc voilà les images de ce 5 pièces en l'occurrence. Bon, ça c'est le fameux jardin des conifères. Ça c'est les 5 pièces le long du jardin d'îlot. On va aller vite. Voilà une venelle qui donne sur l'immeuble collectif qui a été réalisé par d'autres architectes. Voilà. Maintenant on passe à Saint-Jacques-de-la-Lande. En fait en réalité Saint-Jacques-de-la-Lande c'est une opération qu'on nous a confiée à la suite d'une visite des élus, et notamment du maire de Saint-Jacques-de-la-Lande, à Bagnolet. Et on l'a convaincu sur une parcelle, une grande parcelle qui faisait plus d'1 hectare, donc 10 000 mètres carrés, d'adopter en fait ce principe de maison sans garage et sans accès automobile, distribuée par des venelles très étroites de 2 mètres de large. Ils n'y croyaient pas, donc on les a emmenés, y compris le promoteur, parce qu'il s'agissait, dans un premier temps, d'une opération d'accession à la propriété. Et donc, ils ont été convaincus à la suite de cette visite, et donc ils nous ont confié cette opération. Donc voilà, Saint-Jacques-de-la-Lande, c'est une ville nouvelle à proximité de Rennes, qui a fait l'objet d'un plan masse réalisé par un urbaniste architecte qui s'appelle Jean-Pierre Pranlat, et qui donc couvre aujourd'hui, bon, il y a plusieurs milliers de logements là-dedans, et nous, la parcelle qu'on nous a confiée, j'essaie de la retrouver, je ne sais même plus où elle est. Là, c'est De Villers, où on est, nous. Ah, voilà. Nous, on est ici tout à fait au sud, du quartier, et là, on distingue très bien, déjà, la façon dont on a associé les maisons à patio, les unes aux autres, en les adossant, vous allez voir comment. Et aussi, le très grand intérêt de ce projet, c'est qu'il combinait à la fois ces 60 maisons, une cinquantaine, je crois me souvenir, 55 logements collectifs classiques ici, un immeuble de R+2 plus attique, je crois, ou 3, oui. Et puis ici, des maisons dites intermédiaires, c'est-à-dire 3 logements superposés avec leur propre accès indépendant. Et ici, à nouveau, des intermédiaires un peu plus bas de 2 niveaux. Donc voilà une vue rapprochée de cet îlot. Donc vous voyez très clairement les maisons, comment elles sont disposées. Là, j'ai donné quelques explications. Ici, ce sont des maisons à simple rez-de-chaussée, donc des maisons plus modestes. Je pense qu'elles font 4 pièces en l'occurrence. Et ici, ce sont des unités qui associent une maison en L et une maison droite. La maison droite trouve son patio ici, et la maison en L le trouve ici. Donc on est orienté est-ouest comme ça. L'ouest est ici, l'est est là.
Et donc ça nous permet ici d'ouvrir à chaque fois, de ne pas avoir de jardin au nord, en réalité. Donc vous voyez que le tissu est extrêmement dense. On distribue par des venelles très étroites de 2 mètres et on a ménagé au cœur de l'opération 2 ou 3 îlots, espaces de square collectifs qu'on trouve ici, ici, ici et peut-être ici. Voilà. Et ici, on s'échancre parce qu'on arrive en limite de l'opération. Ici, il n'y a plus rien qui est prévu. On est à toute proximité de l'aéroport de Nantes. Voilà, ici, ça c'est les maisons intermédiaires, et ici aussi les maisons intermédiaires, et ici l'immeuble collectif, et un autre immeuble collectif ici qui abrite finalement des logements sociaux. Bon, voilà le plan. Donc, vous voyez très clairement maintenant le système des maisons adossées les unes aux autres. Donc le 3 pièces qui trouve son patio ici, le 4 pièces sur R+1 qui trouve son patio là. En fait, ce système permet d'associer les éléments de façon très simple, de façon à ce qu'ils se protègent mutuellement. Ils protègent mutuellement. Évidemment, ce 4 pièces n'a pas de vue sur le jardin du 3 pièces ici. Il a des vues exclusivement sur son propre patio ici. Voilà. Et il y a très très peu de cas, peut-être un cas, où on a une vue proche, je crois que c'est entre cet immeuble collectif et ce patio-là ou cela, où on a des vues directes un peu plongeantes sur les patios. Pour le reste, tout est finalement très protégé. Ici, on a des grands logements qui font 5 pièces et qui sont situés dans la partie sud de l'opération. Et vous voyez très clairement le réseau de venelles distributives qui permet d'atteindre chacune de ces maisons et les jardins centraux. Donc, plan de rez-de-chaussée. Bon, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, vous voyez à peu près comment ça s'assemble. Mais c'est vraiment des choses qu'on n'a pas, à proprement parler, inventées. C'est des dispositifs qu'on a travaillés à partir de référents typologiques et qui nous ont permis de résoudre ce problème. Et là, on a réalisé presque 200 logements, alors que sur les autres îlots, si vous voulez, qui représentent à peu près la même superficie, aucun n'a réussi à atteindre cette performance-là. Hein, ils tournent autour de 150 logements ou quelque chose comme ça, sachant que les hauteurs sont limitées, qu'on ne peut pas excéder R+3, enfin R+2 plus attique, que les maisons, elles ont toutes leurs garages et les bagnoles qui accèdent à ces garages. Donc finalement, si vous voulez, la performance densitaire, on a réussi à l'atteindre parce qu'on a supprimé les garages. Et les garages en question, ils sont situés à la périphérie, donc sous l'immeuble collectif, sous les logements intermédiaires, donc dans ce grand U. Là, on trouve finalement le stationnement, y compris de ces 60 maisons que vous trouvez ici. Et ça gêne personne. Les gens, ils déménagent avec des diables, très simplement. On n'a jamais eu de retour négatif sur la question de l'accessibilité, y compris avec leur caddie et tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'est le plan du R+1. C'est intéressant pour montrer qu'à partir du moment où on monte d'un étage, évidemment, ça se dédensifie énormément. Et on n'a plus donc cet effet de compacité, cet effet de proximité qu'on peut avoir en examinant le plan de rez-de-chaussée. Donc ça, c'est les plans des types, vous voyez. Donc ici, le 3 pièces. Alors là, la performance, elle est quand même... j'ose même pas en parler. On doit être à 53 mètres carrés. 56 mètres carrés, le 3 pièces. Vous voyez comment c'est organisé. Le séjour est totalement distributif. Il distribue tout. On était un petit peu gênés, mais bon, c'est la promotion privée. Donc voilà, on a dû finalement trouver ces solutions. Un truc qu'on ne fait pratiquement plus jamais maintenant, c'est d'ouvrir un cabinet de toilette sur le séjour, encore qu'il y ait 2 portes. Mais bon, c'est pas extrêmement qualitatif. Il aurait mieux valu d'ailleurs y accéder par là. Voilà. Encore que si on y accédait par là, ça veut dire que les chambres devaient traverser pratiquement tout pour aller. Bon, de toute façon, ils traversent. Voilà. Et ici, donc, à R+1, donc le 4 pièces. Le 4 pièces avec un grand séjour, sa cuisine ici. Il n'y a pas de chambre au rez-de-chaussée. Donc on n'est pas encore PMR, là, hein, c'est la réglementation antérieure. Et on arrive en haut par l'escalier. Vous trouvez les 3 chambres et le cabinet de toilette ici éclairé sur la venelle. Voilà. Et vous voyez qu'il a son jardin ici, qui est délimité par le mur du 3 pièces et 2 clôtures ici sur les venelles.
Voilà, ça c'est les plans d'assemblage. Donc vous voyez un peu comment ça se configure. Les gens sont très contents. Me semble-t-il. Voilà une venelle. Alors vous voyez qu'on peut, en dépit du fait qu'on est très fermé, ou enfin assez fermé finalement sur la venelle, comment on peut agrémenter. Bon, ça c'est le travail des paysagistes Bruel Delmar, qui sont exceptionnels. Et donc ils nous ont aidés à réaliser ces aménagements paysagers le long de ces venelles très étroites, en ménageant systématiquement latéralement des bandes végétalisées, en utilisant du pavé au centre. Enfin bon, je passe le détail. Et voilà le résultat. Voilà d'autres venelles, enfin une autre. Voilà, le terrain est un peu assez sensiblement en pente. Donc il a fallu aussi gérer ça, c'est-à-dire le décrochement de chacune des maisons, de chacun des jardins, avec des systèmes un peu délicats à fabriquer, mais bon, qui finalement donnent assez... Voilà. Et là, derrière, vous voyez l'immeuble, ça c'est à la réception, donc on voit que c'est pas encore occupé. Et donc ici, ça c'est l'immeuble collectif qui domine cette nappe de maisons individuelles. Et voilà une image du cœur d'îlot, enfin d'un des jardins de cœur d'îlot, donc qui montre bien à la fois donc les 3 pièces, les 4, je crois que c'est des 4 pièces au rez-de-chaussée, les fameux 4 pièces ultra compactes là, et puis non 3 pièces je crois, 3 pièces, 3 pièces et 4 pièces sur R+1 ici, donnant donc, et là il y a une venelle qui longe ce jardin. Voilà, donc c'est quand même très serré, vous voyez que c'est très compact, mais en même temps, a priori personne ne se gêne. Après, une opération qu'on a fait à Saulx-les-Chartreux, à Chanteloup-en-Brie. Chanteloup-en-Brie, c'est le secteur 4 de Marne-la-Vallée, donc c'est tout à fait à l'est de Paris, pratiquement adossé à Euro Disney. Et donc là, on est à quelques encablures du parc d'attractions, et on nous a confié là par concours un projet d'une 60aine de logements qui comportait 20 logements collectifs ici, et 40 maisons qu'il fallait ordonner au mieux autour d'un cœur d'îlot, sachant que là, la problématique majeure était celle du stationnement. Il fallait quand même trouver 60 places de stationnement. Nos concurrents, on peut le dire aujourd'hui, ont commis, me semble-t-il, l'erreur de mettre toutes les bagnoles au milieu, ici. Alors que nous, on s'est évidemment préoccupé de faire en sorte qu'elles ne viennent pas occuper le cœur paysager, en quelque sorte, de l'opération. Il y a donc 2 îlots, vous le voyez, un îlot sud ici et un îlot nord là. Et donc, l'idée, c'est en fait de fragmenter le stationnement, on le devine ici, en fait de fragmenter en autant de poches que possible, de façon à ce que les bagnoles ne pénètrent pas trop profondément à l'intérieur des îlots. Évidemment, l'immeuble lui comporte ses 20 places de stationnement en sous-sol, et pour toutes les maisons, en fait, elles sont finalement regroupées dans ces poches qui permettent en fait de préserver le cœur végétal de l'opération. Et on est séparés par une voie dont le statut au début n'était pas très clair, devait être une voie privée, est devenue une voie publique, donc avec du stationnement bilatéral ici qui finalement permet de régler pas mal de difficultés du point de vue du stationnement des voitures. Et ce que vous pouvez aussi distinguer ici à la périphérie, c'est le mode d'urbanisation de ce quartier. C'est-à-dire, en fait, dans le meilleur des cas, des maisons jumelées comme ça de part et d'autre sur une parcelle, et ce que je disais tout à l'heure, c'est des parcelles relativement grandes qui doivent faire ici entre 200 et 300 mètres carrés, mais dont finalement les extérieurs se neutralisent mutuellement. Il n'y a aucune qualité finalement propre à par exemple celui-là, là, c'est caricatural, vous voyez que cette maison, elle, implantée comme elle est, elle neutralise rigoureusement toute sa périphérie, sachant qu'elles n'ont pas le droit de s'adosser l'une à l'autre. C'est aussi le principe. Sauf celle-ci, parce que c'est un seul et même opérateur qui a réalisé ces 4 maisons. Donc voilà les plans du rez-de-chaussée. Alors là aussi, c'est toujours un peu le même principe, c'est que les maisons sont tête-bêche. Ici, vous avez 2 maisons tête-bêche, dont l'une, d'ailleurs, se superpose à l'autre. C'est un peu plus complexe que ce que je vous ai montré à Saint-Jacques-de-la-Lande.
c'est que, en fait, ce sont deux maisons en L qui se superposent l'une sur l'autre. Alors ça, c'est réalisable parce que c'est du logement social. Donc il n'y a pas de problème de copropriété, il n'y a pas de problème de division en volume. C'est géré par le bailleur, donc ce sont des locataires. Et donc cette intrication, on va dire, des volumes est possible pour cette raison-là. Et là, vous voyez encore à nouveau comment les patios sont protégés par les constructions voisines. Là, vous distinguez une poche de stationnement, il y a une autre poche de stationnement ici, il doit y en avoir une ici, une ici. Voilà. Et donc, alors, dans l'îlot sud, je dirais les choses sont assez simples, en ce sens que c'est toujours le même principe de maison tête-bêche. Vous voyez, on les distingue ici très clairement. Et dans l'îlot nord, c'est beaucoup plus complexe. On a de l'intermédiaire, pour en parler, fait de maisons en L à simple rez-de-chaussée ici, adossées à des maisons à R+1, mais qui sont indépendantes. C'est-à-dire que les maisons qui sont à R+1 sont accessibles par leur propre escalier privé à partir de la voie publique. Voilà. On distingue ici les escaliers qui permettent d'accéder aux maisons de fait, hein, parce que ces maisons, vous allez le voir, possèdent également des terrasses qui viennent compenser le fait que ces patios sont strictement affectés à la maison qui l'entoure. Voilà, alors là on est dans l'îlot nord et vous voyez le système des escaliers qui permet d'atteindre. Donc on a une maison en bas et on a une maison en haut qui vient se superposer. Et là vous voyez une terrasse qu'on distingue ici et qui est affectée au logement du premier étage. Voilà une venelle. Bon, il n'y avait rien, c'était un champ de patates, donc ça a été paysagé en quelque sorte par une autre équipe que Bruel-Delmar, qui s'appelle D'ici là. Très réussi aussi de ce point de vue-là. Et là, on voit ces maisons tête-bêche. Là, on voit la maison R+1 qui surmonte celle qui se retourne de l'autre côté. Et son jardin privatif est là à chaque fois. Et donc, on y accède par ces venelles assez étroites qui traversent le cœur de l'îlot. Voilà une vue donc de l'îlot nord où on accède aux maisons du premier étage par ces escaliers privatifs qui sont sur le... Bon, c'est un dispositif assez complexe, mais très qui fournit en fait des situations architecturales très intéressantes, des imbrications très fructueuses, et évidemment ça nous a passionnés de résoudre en fait toutes ces questions de vis-à-vis, de proximité, d'accès indépendant, de locaux communs à partager, etc. Là aussi, vous voyez aussi le travail sur les matériaux, bon, le bois, la brique, etc. Bon, tout ça, ça a été vraiment une expérience exceptionnelle pour nous de pouvoir réaliser cette opération et qu'elle soit finalement aussi reconnue comme étant d'assez bon niveau. Voilà une autre vue donc où on voit l'imbrication des maisons les unes par rapport aux autres. On est dans l'îlot nord, là, où c'est un peu plus complexe que l'îlot sud. Et voilà une vue sur un patio privatif, donc un porche qui donne accès à un patio privatif, avec accès à la maison qui se retourne de l'autre côté à droite. Donc la partie proprement privative, elle commence ici. Bon, elle n'est matérialisée que très faiblement. Si vous voulez, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. Mais les gens s'approprient donc cette partie-là. Donc c'est cette maison qui se retourne en L autour de ce patio. Voilà. Et je vais finir avec donc cette opération à Soleil-Chartreux, donc qui date de 2007, de 49 logements sociaux là aussi. Donc voilà, on est dans une ZAC de 3e couronne, voire de 4e couronne. J'avoue que les couronnes, au bout d'un moment, bon, on ne sait pas. Donc on est localisé ici, à vrai dire. On est localisé très précisément sur cette parcelle. Il y a 2 parcelles, donc une parcelle affectée aux maisons et une parcelle affectée à 39 logements collectifs autour d'une cour qu'on trouve ici, mais je ne vais pas détailler ça, puisque ce qui nous intéresse, ce sont les maisons à patios qui sont situées là. Et tout ça est une ZAC coordonnée par un architecte
qui laissera indubitablement une trace dans l'histoire, qui est Paul Chemetov. Et donc, il a parfaitement géré cette opération d'urbanisation et il nous a permis, quand même, miraculeusement, de pouvoir réaliser ce projet. Donc voilà le plan masse. Donc ici, vous distinguez les logements collectifs. Les logements collectifs, en fait, il y a 3 maisons individuelles qui sont orientées plein ouest. Et puis des logements collectifs autour d'une cour, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et voilà ici les maisons à patio. Alors celle-ci, elle s'inspire plutôt de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire des maisons en bande sur trame étroite, et avec des patios successifs, enfin à vrai dire 2 patios successifs, et un jardin arrière. La difficulté là étant que ces parcelles sont orientées nord-sud. Donc comment faire en sorte que la maison profite en quelque sorte d'espaces extérieurs qui ne soient pas mal orientés, c'est-à-dire qui ne soient pas strictement plein nord, donc au sud, sans pour autant être en quelque sorte perturbés par l'activité de la voie publique, notamment le passage des voitures. Donc c'était ça un peu le défi. Donc, comment je fais pour finalement retourner en quelque sorte la maison à l'inverse de l'orientation qu'elle aurait dû avoir depuis le début. Donc voilà ici, si vous regardez plus précisément donc le plan de rez-de-chaussée de ces maisons. Donc on a une séquence d'entrée qui est constituée d'un carport, en fait d'un abri pour une voiture, de son garage, parce que là on était obligé d'avoir le garage affecté. Ici la séquence d'entrée qui traverse un premier patio, ça vous rappellera peut-être le projet que je vous ai montré à Hatfield. Ensuite, on traverse ici un passage très étroit qui nous amène à un patio central qui, lui, distribue l'entrée, qui est située ici au centre entre les 2 parties de la maison. La partie séjour-cuisine qui est double orientée, nord-sud, nord sur son jardin privé, sud sur son patio. Et ensuite, ici, il y a la chambre, parce que là, on est déjà astreint aux règles PMR qui obligent à avoir donc une unité de vie à rez-de-chaussée, accessible, etc., avec son cabinet de toilette. Voilà. Donc ici, voilà les modèles de ces maisons qui sont des 4 ou 5 pièces. Et ici, des modèles plus petits où, en fait, on a supprimé la chambre en retour. On voit ici et là, la chambre en retour. Et ensuite, ici, aux 2 extrémités, des solutions, on va dire, adaptées au fait qu'on est à l'extrémité de la bande et que donc il fallait absolument qu'on ne présente pas un mur mitoyen ici fermé, qui n'était plus le fait mitoyen, et donc nous a conduit à retourner en quelque sorte le patio qui sans ça a été orienté dans ce sens, et là on n'avait plus la place de faire un patio, donc on a retrouvé une maison un peu plus classique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors là, la problématique c'est quoi? C'est que M. Paul Chemetov, l'urbaniste, a interdit, enfin en tout cas à notre époque, parce que depuis ça a dû changer, parce qu'on a vu surgir des clôtures partout, mais nous on n'avait pas droit à des clôtures. Et on devait être en retrait de 5 mètres. Pourquoi en retrait de 5 mètres? Dans ces lotissements résidentiels périurbains, et il faut fournir 2 voitures pour les résidents. C'est la norme, 2 voitures par logement. Bon, maintenant, ça a un peu changé, on a réduit le nombre de voitures. Mais là, c'est 2 voitures. Et donc, la première voiture, en fait, elle est stationnée devant le garage. Le garage est là. Et donc, ici, il faut trouver une place de stationnement. Et en général, on recule donc de la valeur d'une place de stationnement, c'est-à-dire 5 mètres, l'alignement de ces maisons. Donc, nous, on était astreints à ça. On a réussi à convaincre la mairie de nous autoriser à réaliser un portique qui lui-même supporte ce qu'on appelle un carport. C'est en fait, là, en l'occurrence, une pergola qui abrite en quelque sorte la première place de stationnement extérieur. Ça a été accepté, c'est-à-dire qu'on a dérogé au règlement de la ZAC, mais en contrepartie, on n'avait pas de clôture. Donc ici, on rentre librement dans ces venelles d'accès ou à l'emplacement de ces voitures. Alors voilà le plan en l'occurrence d'un 5 pièces.
Donc comme je vous le disais, ici est le garage, ici le carport avec son fameux portique. On pénètre ici à l'intérieur du terrain de la maison. Il y a un premier patio, on va dire, d'entrée. On longe donc ce mur aveugle qui est celui de la chambre, du rez-de-chaussée, et on pénètre dans ce patio qui comporte la porte ici en position devant l'escalier qui conduit à l'étage. Et ce qui est remarquable, là, qu'il faut quand même noter, c'est que le séjour, étant situé comme ça, entre patio et jardin, est à double orientation, de même que la cuisine, ici latéralisée. Et là, c'est l'étage, le plan d'étage. Donc vous sortez de l'escalier ici, il y a une chambre qui surmonte celle-ci, 2 autres chambres et la salle de bain éclairée sur le patio aussi. Et la circulation aussi est ici éclairée sur le patio. Donc ce patio, qui réalise effectivement un linéaire de façade assez considérable, indiscutablement, permet d'éclairer pratiquement tous les espaces de la maison. Donc ça, c'est encore une vue sur le carport et les volumes donc, qui s'étagent. Il faut savoir que le terrain est en pente, donc chacune des maisons est décalée l'une par rapport à l'autre, ce qui a posé quand même des problèmes de nivellement, mais bon, on a fini par s'en sortir. Et voilà ce que ça donne en vue rapprochée. Voilà, ça c'est la séquence d'entrée dont je vous parlais. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un 5 pièces, puisque vous voyez qu'on ne passe pas entre 2, mais un 4 pièces. Hein, on ne passe pas, il n'y a pas de chambre, en fait, finalement, au rez-de-chaussée. Voilà, une autre vue, donc, où on distingue très clairement la pergola. Ici, ça c'est la pergola du carport, et ici la place de stationnement, ça c'est la maison voisine. Hein. Voilà, et on rentre dans le garage ici. Voilà. Et ici, on longe donc cette paroi. Ici, il y a effectivement la chambre, un rez-de-chaussée avec une fenêtre. Il a 2 fenêtres, lui, en réalité. Il y en a une sur le patio central et une sur le patio d'entrée. Et on longe ensuite ici ce mur pour atterrir dans le patio que vous allez voir maintenant. Voilà. Ça, c'est le patio. Alors, vous voyez que c'est quand même pas une générosité à couper le souffle. Ça fait 3 mètres par 3 mètres, en gros. Non ? Ça fait 12 mètres carrés. Ça fait 12 mètres carrés, mais enfin, je ne sais pas si c'est l'image qui déforme. L'image, elle est un peu déformée. Ah ouais, parce que celle que j'ai sous mes yeux, elle est mieux que ça, quand même. Donc là, c'est déformé, donc c'est un peu plus généreux. Voilà. Et donc, vous avez la porte d'entrée, et vous voyez que toutes les pièces s'efforcent de trouver, y compris le dégagement. Ça, c'est un dégagement. Voyez, ça, c'est un dégagement vers la chambre, et il est éclairé ici en premier jour sur le patio. Il faut savoir que le patio, on a visité évidemment ultérieurement les maisons, une fois qu'elles ont été occupées. Le patio, il est largement, presque trop largement approprié. Les gens, il y en a certains qui ont été jusqu'à couvrir le vide du patio pour se faire une chambre en plus, de facto. C'est un peu le risque, mais en même temps, écoutez, les gens sont chez eux et ils occupent l'espace comme ils veulent. Voilà. Et ça, c'est des vues donc du séjour, avec la cuisine en fond, là vous le voyez nettement. Ici donc la cuisine traversante, le séjour traversant, ça c'est l'autre côté du jardin nord, qui n'est pas encore aménagé, et ça c'est l'autre extrémité de la cuisine. Voilà, et il y a une espèce de mur écran ici, qui permet d'installer la télévision, ou que sais-je, enfin bon. On s'est dit que ça pouvait bien servir, ou alors pour les intellectuels, une étagère avec des livres. Bon. Ça, c'est les accès. Bon, je dois dire que la maîtrise d'ouvrage, c'est... Bon, retenez bien ce nom. La maîtrise d'ouvrage, c'est 3F, qui est un des plus gros bailleurs sociaux de France, si ce n'est le plus gros. Il gère des dizaines de milliers de logements. Et il s'avère que, à chaque fois qu'on propose des choses, même quand ça coûte un peu plus cher, ils sont assez favorables. Et on réussit assez systématiquement à les convaincre de consentir un certain nombre d'efforts pour avoir des aménagements de bon niveau, qualitatifs, qui fassent en sorte que le logement social ne soit pas considéré comme un logement de bas de gamme où on aurait rogné sur tout. Donc là, en l'occurrence, vous voyez
les escaliers, des placards en dessous, le palier d'arrivée qui distribue les chambres. Tout ça est quand même très qualitatif et sans doute apprécié, me semble-t-il, par les locataires. Bon, et voilà une vue arrière de ces maisons avec leur jardin au nord. Donc là, on ne distingue pas. Bon, vous voyez quand même ici le patio qu'on a retourné côté façade, hein, côté mur mitoyen, de façon à lui donner quelque chose qui ressemble à de l'architecture, et pas simplement une paroi opaque. Et là, les jardins qui suivent la déclivité du terrain et les volumes qui se dégradent et qui se dégrafent les uns par rapport aux autres systématiquement. Ça, c'est la fenêtre de la salle de bain. Et ça, c'est la fenêtre... ça, c'est la fenêtre de la salle de bain, je crois. Et ça, c'est la fenêtre d'une chambre. Ça, c'est la fenêtre de la salle de bain. Et ça, c'est la fenêtre de la cuisine. Et voilà, j'ai fini. Ça, c'est une petite vue abstraite qui emblématise en quelque sorte la succession des carports et des accès au garage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous avez été très patient. Je ne sais pas combien de temps